J'étais au travail quand maman a envoyé un texto, nous avons réhypothéqué la maison à ton nom. Tu nous dois 250 000 $ pour t'avoir élevé. Puis papa, si tu ne signes pas les papiers, nous dirons à tout le monde que tu nous as abandonnés. Maman a ajouté, ton petit frère a besoin d'un nouveau départ. Tu as eu le tien. Mon frère a texté, merci pour le nouveau départ, Serette. Tu es la meilleure. J'ai souri calmement. Mon nom est Jasmine Whittaker. J'ai 32 ans et je travaille comme analyste des risques géospatiaux pour une compagnie d'assurance contre les incendies de forêt à Boise, dans l'Idaho. Je présentais un modèle d'exposition aux pertes à 3 cadres dirigeants lorsque mon téléphone s'est allumé sous la table de conférence. Le premier message venait de ma mère. Nous avons réhypothéqué la maison à ton nom. Tu nous dois 250 000 $ pour t'avoir élevé. Avant que je puisse l'assimiler, mon père a écrit, si tu ne signes pas les papiers finaux. Nous dirons à tout le monde que tu nous as abandonnés au moment où nous avions besoin de toi. Puis mon jeune frère a envoyé, merci pour le nouveau départ, Serette. Tu es la meilleure. J'ai failli manquer une question qui pourrait déterminer si mon entreprise approuverait un contrat de 40 millions de $. J'ai maîtrisé ma voix, terminé la présentation et je suis sorti sans laisser personne voir mes mains trembler. Dans l'ascenseur, j'ai relu les messages. Ils n'avaient pas demandé d'aide. Ils avaient annoncé une dette comme si ma vie leur appartenait. Que feriez-vous si les personnes qui vous ont élevé décidaient que la parentalité s'accompagnait d'une facture? Et jusqu'où iriez-vous si elles utilisaient votre identité pour la recouvrer? Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas appelé. J'ai ouvert un dossier sécurisé sur mon téléphone, enregistré chaque message et souri parce que ma mère venait d'avouer quelque chose qu'elle ne comprenait pas. 3 heures plus tard, elle a commencé à appeler sans arrêt. Au 7e appel, j'ai répondu et je l'ai entendu crier, « Qu'est-ce que tu as bien pu faire ?» Elle pensait que j'avais ruiné son plan. Elle n'avait aucune idée que je n'avais appuyé que sur un seul bouton. Avant que je vous dise ce que ce bouton a déclenché, et pourquoi toute ma famille s'est réunie pour ce qu'ils croyaient être ma reddition, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes, et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant que la vérité ne les rattrape enfin. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce que ma mère laisse un message vocal m'accusant d'être cruelle, égoïste et ingrate. Au moment où j'ai atteint mon appartement, il y avait 22 appels manqués, 4 messages vocaux et une publication dans notre groupe familial élargi affirmant que mes parents étaient sur le point de perdre leur maison parce que leur fille qui avait réussi avait oublié d'où elle venait. C'était comme ça que ma mère se battait. Elle ne commençait jamais par les faits. Elle commençait par rassembler un public. Son nom était Ella Whittaker, et elle avait passé la majeure partie de mon enfance à m'apprendre que la réputation importait plus que la vérité. Mon père, Douglas, élevait rarement la voix. Il se tenait simplement derrière elle et répétait tout ce qui pouvait rendre ses exigences raisonnables. Mon jeune frère, Cody, avait maîtrisé une compétence différente, celle d'échouer de manière à inspirer le sauvetage. À 28 ans, il avait déjà abandonné un studio de fitness, une lettre d'information sur les crypto-monnaies, une entreprise de detailing mobile et un cours en ligne promettant d'apprendre à des étrangers comment devenir entrepreneur. Son tout nouveau départ était Northstar Roaming, une entreprise de location de véhicules récréatifs de luxe qu'il prévoyait de lancer près de Coeur d'Alene. Il n'avait pas de permis de conduire commercial, pas d'approbation d'assurance, pas de terrain de stockage sécurisé et aucune expérience dans l'entretien des véhicules. Ce qu'il avait, c'était un logo brillant, une page de médias sociaux remplie de photos de voyages empruntés et des parents qui croyaient que la confiance était plus précieuse que la compétence. J'ai rappelé ma mère et j'ai enregistré la conversation légalement en vertu de la règle du consentement unilatéral de l'Idaho. Reniflement, explique exactement ce que tu as fait. J'ai dit, nous avons utilisé la valeur nette de la maison, a-t-elle répondu. Le prêteur avait besoin que tes revenus soient rattachés parce que ton père et moi ne remplissions pas les conditions pour un prêt. C'est temporaire. Ai-je signé quelque chose? Il y a eu une pause. Tu as signé des documents il y a des années. Quels documents? Des papiers de famille. Ne joue pas à des jeux avec moi. Je lui ai demandé de m'envoyer chaque page portant mon nom. Au lieu de cela, elle a dit que Cody avait déjà versé des acomptes sur 3 véhicules récréatifs importés et qu'il perdrait tout si je ne signais pas l'autorisation finale avant lundi. Quand je lui ai dit que je n'avais jamais accepté de garantir un prêt de 4 millions de $, elle s'est mise à pleurer si soudainement que cela semblait répéter. Nous t'avons nourri. Nous t'avons gardé sous un toit. Nous avons payé tes vêtements pour l'école.
Penses-tu que tout cela était gratuit? Cette question ne m'a pas blessé comme elle s'y attendait. Elle a clarifié quelque chose que j'avais résisté à admettre pendant des années. Ma mère ne voyait pas le sacrifice comme de l'amour. Elle le voyait comme un crédit qu'elle pourrait recouvrer plus tard. Les enfants ne signent pas d'accord de remboursement pour avoir été élevés, ai-je dit. Et les parents ne falsifient pas la signature de leur fille pour financer leur fils. Ses pleurs ont cessé. Fais attention à ce dont tu nous accuses. Je ne vous accuse pas encore. Je demande. Mon père a pris le téléphone. Il a dit que la paperasse était pratiquement complète, que refuser maintenant les embarrasserait, et que Cody méritait la même opportunité que j'avais reçue. Je lui ai rappelé que j'avais obtenu des bourses, travaillé la nuit dans un laboratoire de cartographie et remboursé mes prêts étudiants sans leur aide. Il a répondu, exactement. Tu sais comment te rétablir. Cody ne le sait pas. Voilà. La philosophie familiale condensée en 6 mots. J'étais tenu de souffrir parce que j'étais capable de survivre. Cody était protégé parce que les conséquences pourraient le briser. Mon père a alors menacé de contacter mon employeur pour lui dire que j'étais financièrement irresponsable. Ma mère a dit qu'elle avait déjà rédigé une publication sur Facebook décrivant comment j'avais abandonné 2 parents vieillissants. Cody a rejoint l'appel et a ri quand j'ai demandé quelle part du prêt il prévoyait de rembourser. Une fois que l'entreprise décollera, nous serons tous gagnants, a-t-il dit. De plus, tu gagnes bien ta vie assise derrière un ordinateur. Il n'avait aucune idée que mon travail consistait à prédire des pertes catastrophiques, à identifier des données manipulées et à documenter des schémas que les gens espéraient que personne ne remarquerait. J'ai dit, envoyez-moi les documents, tous. Je vais tout examiner avant lundi. Ma mère a expiré de soulagement. Cody m'a appelé la meilleure sœur du monde. Mon père m'a averti de ne pas impliquer d'étrangers. J'ai mis fin à l'appel, transféré l'enregistrement à une adresse électronique privée et vérifié mon rapport de crédit. Le sourire a disparu de mon visage quand j'ai vu une demande de renseignements liée à une hypothèque, une nouvelle ligne de crédit renouvelable et une adresse à Spokane où je n'avais jamais vécu. Ce n'était plus une dispute familiale à propos d'argent. Quelqu'un avait vécu à l'intérieur de mon identité. Le lendemain matin, j'ai conduit vers le nord avant le lever du soleil et je suis arrivé chez mes parents peu après midi. J'avais grandi dans cette maison en cèdre surplombant une étroite bande de lac. Mais rien dans le fait de franchir la porte d'entrée ne semblait nostalgique. Ma mère attendait à la table de la salle à manger avec un dossier soigneusement placé devant la chaise qu'elle s'attendait à ce que je prenne. Mon père se tenait près des fenêtres, les mains dans les poches, tandis que Cody s'appuyait contre l'îlot de cuisine, portant une veste Nordstar Roaming comme si coudre le nom d'une entreprise sur un tissu faisait de lui un président-directeur général. Signe les pages surlignées et tout cela pourra être terminé, a dit ma mère. Je ne me suis pas assise. J'ai ouvert le dossier et photographié chaque document. Le dossier de prêt m'identifiait comme co-emprunteuse et affirmait que la maison de Cœur d'Allen était en partie détenue dans une fiducie familiale dont j'étais bénéficiaire. Il listait mes revenus de Boise, mon employeur, un ancien numéro de compte courant et une signature électronique datée de 11 jours plus tôt. La signature ressemblait à la mienne de loin. De près, le dernier trait se courbait vers l'arrière d'une manière que le mien ne faisait jamais. Où avez-vous eu ça? Ai-je demandé. Mon père a dit que j'avais signé une autorisation générale quand j'avais 21 ans. Cette affirmation a fait remonter un souvenir d'un endroit que j'avais gardé scellé. 11 ans plus tôt, pendant mon dernier semestre d'université, mes parents m'avaient envoyé une pile de formulaires en disant qu'ils avaient besoin de ma signature pour mettre à jour un compte d'épargne-études. J'avais 2 emplois et je dormais 4 heures par nuit. J'avais signé 3 pages marquées sans recevoir le dossier complet. À l'époque, Cody m'avait envoyé une photo de lui dans une station de ski, portant une veste qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Quand j'avais demandé comment il pouvait se permettre le voyage, il avait dit que papa avait trouvé de l'argent supplémentaire pour les études. J'avais cru que l'argent était à eux. Debout à la table maintenant, je me demandais si cette première signature était devenue la clé qu'ils utilisaient pour ouvrir toutes les portes par la suite. Vous avez gardé des pages de signature en blanc, ai-je dit. L'expression de ma mère s'est durcie. Nous avons gardé des dossiers de famille. Et vous avez réutilisé ma signature. Cody a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. Maman et papa ne te volent pas. Ils investissent en moi. Il a expliqué que les 250 000 $ couvriraient les acomptes sur les véhicules récréatifs,
une propriété de stockage au bord du lac, le marketing et 6 mois de frais de fonctionnement. J'ai demandé s'il avait signé une garantie personnelle. Il a dit que le prêteur préférait mon profil de crédit. Donc tu obtiens l'entreprise, les véhicules et les profits pendant que j'obtiens la dette? Ai-je demandé. Tu obtiens des parts plus tard. Où est-ce que c'est écrit? Il a regardé notre mère. Elle m'a dit que la famille n'avait pas besoin de contrat entre ses membres. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai joué une partie de l'enregistrement de la nuit précédente. Le visage de mon père a changé quand il s'est entendu menacer mon employeur. Ma mère s'est jetée sur le téléphone, mais je l'ai ramassé en premier. Tu nous as enregistrés? A-t-elle exigé. Je vous ai documenté. La différence l'a terrifiée. Elle a commencé à énumérer tout ce qu'ils avaient soi-disant fait pour moi. Appareil dentaire, fête d'anniversaire, trajet pour l'école, courses, un ordinateur portable d'occasion quand j'avais 16 ans. Chaque souvenir avait été converti en un poste de dépense. J'ai demandé s'ils avaient tenu un compte similaire pour les entreprises ratées de Cody, ses frais de justice, ses voyages et son loyer. Cody m'a traité de jalouse. C'est à ce moment-là que mon père a finalement admis que la maison avait déjà été mise en gage comme garantie et qu'ils avaient reçu une avance relais initiale de 62 000 $. Une partie avait servi aux acomptes pour les véhicules de Cody. Le reste avait couvert des dépenses familiales urgentes. Quelles dépenses? Ai-je demandé. Personne n'a répondu. Ma mère a essayé de rediriger la conversation en disant que le prêt pouvait encore être annulé si je signais un accord révisé. Cela n'avait aucun sens. Si la transaction était légitime, ma signature ne serait pas nécessaire pour l'annuler. J'ai fermé le dossier. Je prends des copies. Mon père a bloqué l'entrée et m'a dit que les originaux ne pouvaient pas quitter la maison. J'ai dit que je n'avais besoin que des photos déjà stockées dans 2 comptes cloud. Cody s'est approché et a murmuré, « Ne détruis pas ça parce que tu es amer que je fasse enfin quelque chose de grand. » Je l'ai regardé et je me suis souvenu de toutes les fois où on m'avait dit de réduire mes besoins pour qu'il puisse étendre ses rêves. Je ne détruis pas ton entreprise, ai-je dit. J'enlève les fondations volées qui la soutiennent. Ma mère m'a prévenu que si je sortais, elle dirait à chaque parent que j'avais choisi l'argent plutôt que le sang. Alors assure-toi de bien épeler mon nom, ai-je répondu. En arrivant à ma voiture, mon téléphone a vibré avec une alerte automatisée du prêteur. Quelqu'un avait tenté d'accéder au portail du prêt en utilisant mes identifiants. Quelques secondes plus tard, un autre message est arrivé de Cody. Signe avant lundi ou tu le regretteras. Il pensait que la menace me ferait revenir à l'obéissance. Au lieu de cela, elle m'a donné le premier élément de preuve montrant qu'il n'était pas un bénéficiaire innocent. Il savait exactement quelle identité soutenait son avenir. J'ai appelé ma tante Rebecca et depuis une station-service en dehors de la ville. C'était la sœur aînée de ma mère et la seule parente qui s'était jamais excusée sans y attacher une demande. Au lieu de me réconforter, elle est devenue silencieuse lorsque j'ai décrit le prêt. « Viens chez moi », a-t-elle dit. « N'appelle pas tes parents à nouveau avant d'avoir vu ce que j'ai. » Rebecca vivait à 40 minutes de là, dans une petite maison entourée de pommiers. Quand je suis arrivé, elle a verrouillé la porte, fermé les rideaux et posé une boîte à argent en métal sur la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient des copies de virements bancaires, de la correspondance d'assurance et un accord manuscrit daté de 9 ans plus tôt. L'accord stipulait que Rebecca avait prêté 38 000 $ à mes parents pour résoudre un incident de transport impliquant Cody et qu'ils la rembourseraient après avoir refinancé leur maison. Il ne l'avait jamais fait. Quel incident de transport? Ai-je demandé. Rebecca m'a raconté que lorsque Cody avait 19 ans, il avait pris le camion de mon père après avoir bu à une fête de remise de diplôme et avait heurté un véhicule en stationnement. L'impact a poussé ce véhicule contre une moto, blessant son propriétaire. Cody est parti avant l'arrivée de la police. Mon père a plus tard prétendu qu'il conduisait, tandis que ma mère a payé l'homme blessé en privé et a fait pression sur Rebecca pour qu'elle contribue. Ils ont dit à la famille que Cody avait fait une seule erreur, a dit Rebecca, mais ce n'était pas le cas. Au cours des années suivantes, elle a appris que mes parents avaient utilisé de l'argent d'un compte en dépôt fiduciaire établi par nos grands-parents pour couvrir les frais de justice et les entreprises ratées de Cody. Le compte était initialement destiné à nous deux. Au moment où j'ai terminé l'université, ma moitié avait disparu. Les formulaires que j'avais signés à 21 ans n'avaient pas seulement mis à jour un compte d'épargne-études.
Ils avaient libéré ma créance contre le fiduciaire, mon père, et reconnu des distributions que je n'avais jamais reçues. J'ai ressenti de la colère, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus froid. Mes parents n'étaient pas soudainement devenus désespérés. Ils avaient construit un système dans lequel mon nom, mon argent et mes réussites existaient pour absorber les conséquences de Cody. Rebecca m'a alors montré un relevé bancaire récent envoyé à son adresse par erreur. Il listait un paiement récurrent d'un compte portant mon nom à un service de surveillance du crédit. Il surveille ton crédit, a-t-elle dit. J'ai vérifié le numéro de compte par rapport à mon rapport. Il correspondait à la ligne de crédit renouvelable ouverte à Spokane. Rebecca a reconnu l'adresse comme étant l'appartement d'une des anciennes petites amies de Cody. Cela signifiait que quelqu'un avait probablement utilisé une ancienne adresse, mon numéro de sécurité sociale et des documents de signature stockés pour créer un profil financier hors de ma vue. J'ai demandé à Rebecca pourquoi elle ne m'avait jamais parlé du compte en fiducie. Des larmes ont rempli ses yeux. Elle a dit que ma mère l'avait menacée de la couper de la famille et de dire à tout le monde qu'elle avait essayé de les extorquer. Rebecca était restée silencieuse parce qu'elle croyait que le silence maintiendrait la paix. Le silence n'a pas maintenu la paix, lui ai-je dit. Il a maintenu leur système en vie. Nous sommes restés assises ensemble jusqu'à ce qu'aucune de nous ne puisse prétendre qu'il s'agissait simplement d'une hypothèque. Puis Rebecca m'a tendu l'accord de prêt manuscrit original et a dit qu'elle était prête à faire une déclaration. J'ai contacté une avocate spécialisée dans la protection des consommateurs nommée Melissa Grant, dont le cabinet s'occupait du vol d'identité et des prêts frauduleux. Melissa a examiné les photos, le rapport de crédit, les messages et l'enregistrement via un portail sécurisé. Sa première instruction a été de ne pas avertir ma famille. Sa seconde a été de geler les 3 agences de crédit, d'informer le service de fraude du prêteur, de déposer un rapport de vol d'identité et de préserver chaque communication. Le seul bouton sur lequel j'avais appuyé après les premiers messages était l'option « Signaler une activité non autorisée » à l'intérieur du portail du prêteur. Cette action a automatiquement suspendu le prêt, bloqué les déboursements en attente et déclenché un examen de conformité interne. Les appels paniqués de ma mère ont commencé lorsque le prêteur relais a gelé les fonds restants et a exigé une vérification d'identité de chaque demandeur. Melissa a prévenu que mes parents pourraient essayer de présenter la fraude comme un malentendu. Pour contrer cette défense, nous avions besoin de preuves qu'ils avaient sciemment utilisé mon identité sans permission. Les messages de Cody ont aidé, mais Melissa voulait la piste numérique complète via une demande de litige formelle. Nous avons obtenu les registres de connexion montrant que la demande avait été soumise depuis le réseau domestique de mes parents et modifiée depuis le téléphone de Cody. Une vidéo de vérification téléchargée chez le prêteur montrait ma mère tenant une copie de mon permis de conduire à côté de la caméra tout en affirmant que je voyageais et que je l'avais autorisé à agir. La vidéo durait 37 secondes. C'était suffisant pour démêler 32 ans de mythologie familiale. Ma mère m'avait toujours appelé la froide. Pourtant, c'était elle qui regardait directement une caméra et prétendait calmement être autorisée à vendre mon avenir. J'ai demandé à Melissa ce qui se passerait ensuite. Elle a dit que le prêteur annulerait probablement les obligations frauduleuses qui m'étaient rattachées, mais que les 62 000 $ initiaux avaient déjà été débloqués. Le prêteur pourrait poursuivre la maison, les emprunteurs, le bénéficiaire des fonds, ou les 3. Les acomptes pour les véhicules de Cody pourraient également être saisis. Mes parents croyaient que je me préparais à négocier. En réalité, leurs documents passaient par un système qui se moquait de savoir combien de gâteaux d'anniversaire ils m'avaient achetés. Pendant les 10 jours suivants, je me suis comporté exactement comme ma famille s'y attendait. Je n'ai pas posté en ligne, ni argumenté dans le chat de groupe, ni répondu aux messages provocateurs. J'ai dit à ma mère que je voulais un dernier dîner de famille pour trouver une solution. Elle a interprété cela comme une reddition. En 1 heure, elle a changé sa publication Facebook, passant de l'accusation d'abandon à l'éloge du pouvoir du pardon familial. Cody m'a envoyé un message disant qu'il était prêt à me donner 5% de Nordstar Roaming si je signais immédiatement. Comme je ne répondais pas, il a augmenté l'offre à 8%. Puis il m'a prévenu que les véhicules seraient livrés bientôt et que tout retard lui coûterait des milliers. Melissa m'a dit de le faire parler. J'ai demandé des factures, des plans d'affaires, des reçus d'acompte et une preuve d'assurance. Cody a envoyé un dossier chaotique contenant des projections manipulées, des études de marché copiées et des factures pour 3 véhicules récréatifs achetés par l'intermédiaire d'un concessionnaire à Washington. Une facture montrait un acompte de 27 500 $ payé avec les fonds du prêt relais.
Une autre montrait 18 000 $ transférés à une agence de branding appartenant à l'ami de Cody. L'argent restant n'était pas entièrement allé à l'entreprise. Les relevés bancaires ont révélé des retraits dans un casino, un paiement pour un bateau à moteur et 9 400 $ envoyés à une plateforme de trading en ligne. Cody avait dépensé le nouveau départ avant même que l'entreprise n'existe. Pendant ce temps, l'enquêteur de Melissa a découvert que mes parents avaient demandé 2 prêts antérieurs en utilisant des variations de mes informations. Une demande avait été rejetée parce que la fiche de paie téléchargée ne correspondait pas au format de mon employeur. La seconde avait été retirée après un appel de vérification. Ce n'était pas un acte impulsif né du désespoir. C'était un plan répété. Ma mère avait testé plusieurs portes jusqu'à ce que l'une s'ouvre. J'ai également appris que ma promotion avait été mise en attente temporaire. Le système de surveillance des antécédents de notre entreprise avait détecté la nouvelle dette et la divergence d'adresse parce que je travaillais avec des modèles de catastrophes confidentiels. Mon directeur ne m'a pas accusé de méfaits, mais il a dit que la conformité avait besoin que l'affaire soit résolue avant que je puisse être nommé à la tête d'une nouvelle unité régionale de risque. La fraude de ma famille avait déjà atteint la carrière dont il prétendait qu'elle était la preuve que je pouvais me permettre de les sauver. Pendant une nuit, je suis resté seul dans mon appartement et je me suis laissé ressentir l'étendue des dégâts. J'avais passé 10 ans à bâtir une réputation d'exactitude et de confiance. Ma mère l'avait mise en danger avec une signature copiée et un mensonge raconté à une webcam. La vengeance aurait été facile si tout ce que je voulais était de leur faire du mal. Je voulais quelque chose de plus difficile. Une séparation si complète qu'ils ne pourraient plus jamais s'attacher à mon avenir. Melissa a préparé des affidavits de litige, une demande formelle de cesser d'utiliser mon identité et des avis préservant mon droit à poursuivre des dommages civils. L'enquêteur en fraude du prêteur, Aaron Bell, m'a demandé si je participerais à une réunion contrôlée. Il voulait que ma famille discute du prêt tout en croyant que j'étais prête à signer. Melissa a proposé que nous organisions le dîner chez Rebecca car elle avait des caméras de sécurité et aucun intérêt financier dans la propriété de mes parents. J'ai invité mes parents, Cody, Rebecca, 2 parents que ma mère avait recrutés contre moi, et le comptable de longue date de mes parents, qu'ils avaient blâmé pour la confusion des documents. J'ai dit à tout le monde que le but était de résoudre la dette en privé et d'éviter l'embarras public. Ma mère a accepté immédiatement. Elle a demandé si je signerais au dîner. J'ai dit, apportez chaque document original et nous réglerons ce qui appartient à qui. Elle a entendu la promesse qu'elle voulait. Avant le dîner, j'ai visité Coeur d'Alene seul et je suis passé devant la maison où j'avais grandi. Un photographe immobilier prenait des photos extérieures. Mon père a plus tard prétendu que le prêteur exigeait des images à jour. Aaron m'a dit la vérité. Après l'alerte à la fraude, le prêteur a ordonné une évaluation d'urgence de la garantie car la maison pourrait être sujette à une récupération. Mes parents avaient emprunté sur la quasi-totalité de la valeur nette restante. Si la garantie frauduleuse disparaissait, leurs revenus ne supporteraient pas le prêt. Ils avaient risqué leur maison pour l'entreprise de Cody et avaient supposé que mon salaire les protégerait de la réalité. La veille du dîner, Cody m'a appelé du concessionnaire de véhicules récréatifs. Il a dit que le propriétaire menaçait d'annuler son achat parce que les fonds restants n'avaient pas été versés. Règle ça, a-t-il exigé. Tu as gelé l'argent. J'ai signalé une activité non autorisée liée à mon identité. C'est la même chose. Seulement si l'activité était non autorisée. Il a juré et a admis que maman avait signé parce que tout le monde savait que je refuserais s'il demandait d'abord. Puis il a dit, une fois que l'entreprise aurait rapporté de l'argent, tu nous aurais remerciés. Cet enregistrement a donné à Melissa ce dont elle avait besoin. Cody reconnaissant à la fois le faux et l'intention de le dissimuler jusqu'à ce que le prêt soit financé. Je lui ai posé une dernière question. Savais-tu qu'ils avaient utilisé mon nom avant le premier acompte ? Il a répondu, bien sûr que je le savais. C'était mon plan d'affaires. La phrase a duré 3 secondes. Elle finirait par tout lui coûter. Ma mère est arrivée chez Rebecca en apportant une tarte et un dossier en cuir, habillé comme si nous célébrions au lieu de discuter de fraude. Mon père a apporté un scanner portable. Cody est arrivé en retard dans un VUS de luxe de location, portant sa veste Nordstar Roaming. Oncle Martin, cousine Paige, et le comptable de mes parents, Léonard Brox, nous ont rejoints parce que ma mère voulait des témoins de ce qu'elle croyait être ma reddition. Melissa s'est assise à côté de moi, présentée uniquement comme ma conseillère financière. Aaron,
l'enquêteur en fraude du prêteur, attendait dans le bureau de Rebecca et observait via le système de sécurité. Le dîner a duré 11 minutes avant que ma mère ne pousse le dossier vers moi. Signe ça et nous pourrons tout laisser derrière nous. L'accord faisait plus que confirmer le prêt. Il renonçait à mon droit de contester les transactions antérieures, approuvait leur utilisation de mes dossiers financiers et ouvrait une autre ligne de crédit pour l'entreprise de Cody. Il me demandait de légaliser le passé et de financer la prochaine fraude. J'ai lu chaque page pendant que Cody me rappelait que la date limite de son concessionnaire était minuit. Mon père m'a dit que Melissa devrait partir car c'était une affaire de famille privée. Elle reste, ai-je dit. J'ai demandé à Léonard s'il avait préparé les documents de revenus joints à la demande. Après avoir regardé les papiers, il a dit que ce n'étaient pas des documents produits par son bureau. Mon père a immédiatement prétendu que Léonard était confus. Melissa a posé la demande électronique sur la table et a montré qu'elle avait été modifiée depuis le téléphone de Cody. Cody a dit que tout le monde dans la famille partageait les appareils. J'ai joué son aveu enregistré. Bien sûr, je savais que c'était mon plan d'affaires. Son visage est devenu rouge. Il a tendu la main vers mon téléphone, mais Rebecca s'est interposée et lui a rappelé que la maison enregistrait. Mon père a ordonné à tout le monde de partir. C'est à ce moment qu'Aaron est entré, s'est identifié et a annoncé que le prêt avait été classé comme suspicion de fraude à l'identité. Les fonds restants étaient annulés et le prêteur exigeait le remboursement de l'avance relais de 62 000 $. La maison pourrait entrer en procédure de saisie car le prêt avait été obtenu par fausse déclaration matérielle. Les acomptes pour les véhicules et les comptes de Cody étaient également en cours d'examen en tant que produits traçables. Ma mère s'est agrippée à la table et m'a dévisagé. Que as-tu fait? J'ai retiré mon nom de votre crime. Melissa a remis à mes parents des affidavits de vol d'identité, des avis de préservation des preuves et des demandes d'arrêter d'utiliser mes informations personnelles. Cody a reçu un dossier séparé le nommant lui et Northstar Roaming. Ma mère s'est tournée vers les parents pour obtenir du soutien, mais aucun des deux ne l'a regardé. Paige a demandé si l'histoire sur Facebook à propos de mon abandon avait été un mensonge. Ma mère a dit qu'elle l'avait écrite parce qu'elle avait peur. Rebecca a connecté une tablette à la télévision et a affiché des captures d'écran d'un chat de groupe privé. Un message de ma mère disait, une fois que les revenus de Jasmine seront rattachés, la banque ne pourra pas dire non. Un autre disait, ne mentionnez pas les signatures avant que l'argent ne soit versé. L'argument a changé instantanément. Mon père a blâmé Cody de leur avoir mis la pression. Cody a blâmé ma mère d'avoir stocké des copies de ma pièce d'identité. Ma mère a accusé mon père d'avoir téléchargé de faux documents. Leur front uni s'est effondré au moment où les conséquences sont entrées dans la pièce. Léonard est parti après avoir demandé si son nom avait été utilisé ailleurs. Cody a crié que j'avais détruit sa seule véritable opportunité. Tu as eu des opportunités, ai-je dit. Ce que tu n'as jamais eu, ce sont des conséquences. Il a menacé de me faire regretter de l'avoir humilié, mais Melissa l'a averti que menacer une victime documentée lors d'une enquête de fraude active serait imprudent. Aaron l'a alors informé que le VUS de location à l'extérieur avait été payé par un compte en cours d'examen. Cody s'est figé et a exigé que mes parents le ramènent à la maison. Mon père a ri et a dit que Cody était la raison pour laquelle il perdait la maison. Un reniflement, ma mère a finalement crié qu'elle avait seulement essayé de sauver son fils. Tu as 2 enfants, ai-je répondu. Tu as simplement décidé qu'un seul d'entre nous méritait d'être sauvé. Même alors, elle a demandé si je retirais le rapport et signerais une garantie plus petite. Cette demande a mis fin à tous les doutes restants. Elle comprenait ce qu'elle avait fait. Elle croyait simplement que la maternité devait la protéger des conséquences. Je me suis levé et j'ai dit à tout le monde que le dîner était terminé. Mon père a demandé où ils étaient censés trouver 62 000 $. Cody a exigé le remboursement de ses acomptes. Ma mère a crié que j'avais choisi des étrangers plutôt que la famille. Non, ai-je dit. J'ai choisi la vérité plutôt que des gens qui utilisaient la famille comme camouflage. Cody m'a suivi dehors et m'a accusé de jouir de leur panique. J'ai admis que je ressentais du soulagement, non pas parce qu'ils souffraient, mais parce que les conséquences étaient enfin attachées aux personnes qui les avaient créées. Derrière moi, ma mère a crié mon nom. Pour la première fois, je ne me suis pas retourné. L'enquête du prêteur a progressé rapidement après le dîner. Ma garantie falsifiée a été supprimée.
Le compte de crédit non autorisé a été fermé et les demandes de renseignements frauduleuses ont été effacées de mon dossier de crédit. Mon employeur a reçu la preuve que j'étais la victime, et non la source des irrégularités financières. 6 semaines plus tard, ma promotion retardée a été approuvée et je suis devenue directrice de l'intelligence des catastrophes régionales, dirigeant une équipe dans 5 États de l'Ouest. Ma famille avait failli nuire à la carrière dont ils prétendaient qu'elle prouvait que je pouvais me permettre de les secourir. Les conséquences pour eux ont été sévères. Le prêteur a exigé le remboursement de l'avance de 62 000 $ et a transmis la demande aux autorités étatiques et fédérales parce que des systèmes bancaires inter-États et des documents électroniques avaient été utilisés. Mes parents ont évité des poursuites immédiates en coopérant et en concluant un accord de restitution, mais ils n'ont pas pu sauver la maison. Ils avaient déjà vidé la majeure partie de sa valeur nette par des dettes plus anciennes liées à Cody. La propriété a été vendue sous la supervision du prêteur et après les frais et les privilèges, il ne restait presque rien. Mes parents ont déménagé dans un petit duplex à l'extérieur de Spokane. Mon père a pris un travail saisonnier en entrepôt tandis que ma mère vendait des meubles et des articles ménagers en ligne. L'entreprise de Cody s'est effondrée avant d'avoir loué un seul véhicule récréatif. Le concessionnaire a annulé les achats, retourné les fonds contestés et conservé une partie des acomptes. Son agence de branding l'a poursuivi pour des frais impayés. Le bateau à moteur a été saisi et son compte de trading contenait moins de 900 $. Il a finalement déposé le bilan après que les enquêteurs ont montré que les fonds de l'entreprise avaient été mélangés avec des retraits de jeux et des dépenses personnelles. Pendant des années, Cody avait appelé chaque échec un nouveau départ. La faillite l'a forcé à l'appeler un dossier. Ma mère m'a contacté depuis de nouveaux numéros après que je l'ai bloqué. Ces messages sont passés de la rage à la culpabilité. Puis à la nostalgie et au marchandage. D'abord, elle a écrit « Tu as pris notre maison ». Puis elle a envoyé des photos d'enfance comme preuve que je leur devais quelque chose. Finalement, elle a promis de ne plus jamais demander d'argent si je payais leur caution de location. J'ai transféré chaque message à Mélissa et je n'ai pas répondu. Mon père a envoyé une lettre prétendant qu'il avait été trop faible pour s'opposer à ma mère et à Cody. Il m'a demandé de lui pardonner séparément, mais il avait signé des documents, menacé ma carrière, bloqué la porte et défendu la fraude jusqu'à l'apparition d'un enquêteur. Son silence n'avait jamais été de l'innocence. C'était de la participation. Je n'ai pas répondu. 8 mois plus tard, Cody a appelé d'un numéro inconnu et a demandé 5 000 $ pour terminer un programme de conduite commerciale. Il a insisté sur le fait que cette demande était responsable et différente. Je lui ai dit que j'espérais qu'il finirait le programme. Puis il a demandé si je paierais. Non. Tu gagnes plus que ça en une semaine, a-t-il dit. Cela ne fait pas de mon argent le tien. Il m'a accusé de jouir de sa souffrance. Je lui ai dit que les conséquences n'étaient pas une souffrance que j'avais créée. C'étaient des factures enfin livrées à la bonne adresse. Il a raccroché et n'a plus jamais appelé. Rebecca et moi nous sommes rapprochés. Elle a témoigné sur l'ancien compte en fiducie et nous avons obtenu un règlement écrit confirmant que l'argent qui m'était destiné avait été utilisé à mauvais escient des années plus tôt. Il restait peu à récupérer, mais la vérité importait. Rebecca a également cessé d'appeler le silence la paix. Elle a commencé à avertir les plus jeunes parents que les secrets de famille protègent généralement la personne qui cause le tort, pas les personnes qui sont lésées. 1 an après le premier message, je me tenais devant ma nouvelle équipe, présentant un modèle montrant comment les risques ignorés deviennent catastrophiques. À mi-chemin, j'ai compris que l'effondrement de ma famille n'avait pas commencé avec le prêt de 250 000 $. Il a commencé chaque fois que mes parents effaçaient les conséquences de Cody et renommaient mon obéissance amour. Il a grandi chaque fois que j'acceptais d'être la fille responsable comme une obligation financière permanente. Au moment où ils ont falsifié mon nom, ils ne croyaient plus qu'ils franchissaient une limite. Ils croyaient qu'aucune limite n'existait. C'est devenu la leçon que j'ai emportée avec moi. Le sang ne crée pas un accès illimité. Élever un enfant n'est pas un prêt. L'amour n'est pas un agent de recouvrement. Et la loyauté n'exige pas de sacrifier votre identité, crédit, carrière ou avenir. Les limites semblent souvent cruelles aux personnes qui ont bénéficié de votre manque de limites. Mais leur colère ne rend pas ces limites erronées. La liberté financière, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. C'est savoir que votre travail, votre identité et votre avenir vous appartiennent. La liberté émotionnelle,
c'est accepter que certaines personnes vous traiteront d'égoïste dès que l'exploitation cessera de fonctionner. Je n'ai pas sauvé la maison de mes parents, l'entreprise de Cody, ou la version de notre famille qui n'existait que lorsque j'obéissais. J'ai sauvé la partie de moi-même qu'ils avaient entraînée à disparaître chaque fois que quelqu'un d'autre exigeait plus. Ma mère a demandé 250 000 $ en paiement pour m'avoir élevé. En fin de compte, la chose la plus précieuse qu'elle m'ait donnée a été le moment où elle m'a forcé à calculer le coût réel de rester. J'ai souri parce que j'ai finalement compris que je pouvais refuser la facture. Alors dites-moi honnêtement, si votre famille falsifiait votre nom, menaçait votre carrière et sacrifiait votre avenir pour l'enfant qu'ils ont toujours protégé, leur pardonneriez-vous ou fermeriez-vous la porte pour toujours? Merci d'avoir écouté et regardé jusqu'à la scène finale. Tous les personnages, conflits et événements sont fictifs et créés uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela vous rappelle que lorsque les gens utilisent votre pardon comme une permission de répéter le même comportement, vous êtes autorisé à changer les règles. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas lui donner un accès illimité pour vous blesser à nouveau.